prendre son courage à deux mains et tout plaquer. Pour refuser l'ennui, préférer la tranquillité ou choisir l'aventure, la vraie, celle qui a du sens, rallumer la flamme. Il et elle l'ont fait, voici leur histoire. Moi j'ai toujours voulu, j'ai toujours imaginé que je me lancerais un jour ou l'autre. Depuis tout petit, je me rappelle une anecdote qui est rigolote, quand on rentre en 6e, on nous demande qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Il s'avère que c'était ma prof de techno, qui était une tante éloignée et qui était la candidate du Parti communiste. Et moi j'avais écrit chef d'entreprise. J'avais écrit chef de petite entreprise. Et donc j'étais rentré chez moi, mon père m'a demandé t'as marqué quoi? J'ai dit chef de petite entreprise, il m'a dit non, ça c'est des emmerdes, il faut être chef de grosse entreprise. Et donc j'étais allé la revoir, j'avais dit est-ce que je peux changer? Elle avait dû se dire enfin il est revenu à la raison, et là j'avais dit chef de grosse entreprise. Le désir d'entreprendre, beaucoup en ont envie, mais tout le monde n'ose pas se lancer. Nicolas Hernandez, lui, a franchi le pas en 2018. Il quitte son job dans le retail pour créer son entreprise avec sa compagne, Marion Dubuc. Social Media Manager, elle l'épaule sur la communication. En 2020, elle choisit de plaquer à son tour son boulot pour se consacrer à leur société en plein développement. C'est ensemble qu'ils ont accepté de revenir sur leur changement de vie et cette belle aventure entrepreneuriale écrite en couple. Moi j'ai grandi dans le Gers, je suis né à Auch et j'y suis resté jusqu'au lycée où je suis parti à Toulouse. Moi mes parents ils ont changé de métier. Mon père a commencé très furtivement par prof en lycée agricole, mais je crois que ça a duré 2 ans et assez rapidement il a été vendeur de voitures. Et ma mère elle a commencé par dessinatrice en bâtiment. Au bout d'une dizaine d'années elle est devenue coiffeuse. Parce qu'en fait à l'époque on venait d'une famille modeste. Et on valorisait beaucoup le fait de faire des études et travailler dans des bureaux et pas faire un travail manuel. Et donc on lui avait un peu mis la pression pour qu'elle travaille dans des bureaux. Mais elle avait toujours voulu faire coiffeuse. J'étais au collège quand elle a changé, je pense. Et du coup, oui, je me souviens, déjà parce qu'elle a repris l'école. Et je me souviens de mon père avec les cheveux très longs, il a les cheveux frisés comme moi, qui retombent pas trop. Et donc avec une grosse, presque une afro. Parce que c'était le modèle pour l'examen de ma mère de coiffure. Donc j'ai un bon souvenir de ça, mon père avec une afro. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai vu ma mère le faire. Dans tous les cas, le fait que mes 2 parents soient commerçants, on dira, ça a joué dans le fait que je veuille moi créer ma marque dans le commerce. Parce qu'en fait, le Gers, c'est quand même pas du tout l'idée, commerçant à la base. C'est une région où il y a beaucoup de fonctionnaires en fait. Et réussir, c'était être prof ou médecin quoi. C'était clairement pas être entrepreneur quoi. Enfin c'était pas la voie royale quoi normalement donc et mes parents me disaient qu'il fallait pas que je sois commerçant quoi. Le rêve ça aurait été que je bosse en banque. Mon père m'a fortement incité à aller faire un BTS compta. Ça m'intéressait pas énormément. J'ai passé mon BTS donc j'ai pris la facilité. Je suis passé directement en 3e année à la fac d'éco. J'étais parti voie royale du Sud-Ouest, voie royale du Gers. Je suis rentré à l'IUFM pour être prof. Et en cours d'année je me suis dit le métier je trouve sympa. Mais est-ce que je le trouve sympa au point de faire ça toute ma vie? J'avoue que moi, s'il y a quelque chose qui m'angoisse, c'est de me dire que je vais faire la même chose le lendemain pour sûr, quoi. Et après, j'ai cherché un travail, j'ai été directeur de boutique. D'abord pour Bexley, après pour De Fursac. Et voilà, j'ai bossé dans le retail, et ça, le retail, c'était quelque chose qui me plaisait. Contact client, manager des équipes, c'est quand même assez physique. C'est quand même, il faut beaucoup d'énergie. Genre Bexley, Bexley, des fois on courait quoi, le samedi, tous les samedis, il y avait tellement de clients qu'il fallait courir partout. Je me dis, est-ce qu'à 55 ans, je vais encore courir partout? Est-ce qu'à 55 ans, je serai toujours de bonne humeur pour recevoir des clients qui ne le sont pas tout le temps forcément? Donc je me suis dit, ouais, il faut réfléchir. Puis j'avais toujours voulu entreprendre en fait. Donc du coup, moi j'étais vraiment pas sûr de ça. Il y avait une incertitude quoi. Je me disais, j'ai une situation relativement confortable. Est-ce que je vais pas prendre des risques pour rien? Voilà, donc on a mis les choses en place, on a d'abord acheté un appartement pour se sécuriser, voilà, on a attendu. Moi j'avais déjà 35 ans quoi, mais j'avais besoin d'être sécurisé avant de me lancer. Mais me lancer c'est quelque chose dont j'avais toujours envie quoi, depuis le début. J'ai grandi à Paris et près de Paris. Une trajectoire un peu différente de celle de Nicolas parce que mes 2 parents en fait avaient des boulots de cadre, ils se sont rencontrés au boulot. Ils travaillaient ensemble dans des entreprises en fait de nettoyage
mais à grande échelle, quoi. C'était des boîtes qui nettoyaient, par exemple, énormément de bureaux de poste, Beaubourg, ce qui à l'époque était Bercy. Enfin voilà, c'était des très grosses équipes avec un boulot pas simple de service. Il fallait gérer des chantiers aussi la nuit et tout. Donc voilà, moi j'ai grandi vraiment dans un peu cet univers pro, quoi. Mon père a gardé ce métier-là, ce secteur, mais il a eu une fin de carrière en fait où il a commencé justement à monter ses boîtes et être vraiment dans le rouage de la construction d'une petite société. Ma mère a fini par bosser dans le conseil avec cette expérience-là, et en fait moi plutôt une enfance en banlieue parisienne, et j'ai une demi-sœur plus âgée qui a 13 ans de plus que moi et qui est partie très tôt. Donc en fait c'est vrai que j'ai surtout grandi quasi enfant unique, on va dire, donc une vie intérieure assez riche, beaucoup de lectures, j'ai écouté beaucoup de musique, beaucoup d'art plastique, enfin voilà, je me suis trouvé des activités un peu pour tuer le temps en fait. Après je pense un peu dans mes choix d'études, donc moi je m'en sortais pas mal à l'école et je me suis plutôt révélé, on va dire, dans les matières littéraires. J'ai fait un bac L et pour le coup moi j'ai eu une trajectoire assez linéaire et très rapide. J'ai fait une prépa littéraire à Paris, puis je suis parti à la Sorbonne, j'ai eu le concours du CELSA qui est l'école de communication de la Sorbonne, et j'ai fait mes 3 années, j'ai fait des stages, je suis parti en échange au Canada, et en fait je me suis retrouvé à bosser à 22 ans, j'avais mon stage de fin d'études, ils m'ont embauché, et en fait voilà, j'étais parti pour commencer à bosser sans vraiment avoir pris de pause et sans vraiment en fait avoir conscience de ce truc-là. En fait, c'était quelque chose que j'avais jamais questionné. Justement aussi, je pense sous l'influence de mes parents qui m'avaient assez vite expliqué qu'il fallait vite trouver un boulot, qu'il fallait vite gagner sa vie, et que c'était déjà le début d'une vie réussie, quoi. Donc voilà. Donc moi j'ai commencé à bosser en agence. Alors mon premier boulot, j'étais attaché de presse dans une agence de relations presse. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors on s'est rencontrés à une crémaillère d'un gars qui était avec moi à l'école en dernière année. Je me suis un peu incrusté à cette soirée avec c'était un copain de copine. Et en fait c'était assez drôle parce que moi j'étais en dernière année d'école, donc au CELSA, qui est une école quand même très féminine, il faut le dire, avec très peu de garçons. Et je suis arrivé à cette soirée, il y avait que des mecs. Donc je me suis dit que c'était le moment. Et en fait c'est assez marrant parce que c'est, tu vois, un peu comme c'est dans des soirées où tu commences à parler à quelqu'un et tu sais pas trop comment t'en sortir. Et en fait j'étais dans cette situation, Nicolas était dans cette situation avec une autre nana, si je me souviens bien, et en fait on s'est un peu retrouvés comme ça, genre sauve-moi. Et puis voilà, on a commencé à discuter, et puis ça c'était il y a 11 ans. J'ai travaillé 7 ans en agence de communication. Ensuite, je suis parti dans une autre agence, pour le coup beaucoup plus grosse, qui était dans le groupe TBWA, qui est plutôt dans les métiers de la pub, etc. Et donc, je me suis retrouvé en fait d'une agence de 15 personnes à une agence de 80-90 personnes, où pour le coup, on est 15 par dossier. C'était vraiment une super bonne école, mais Nicolas n'a pas forcément des souvenirs incroyables parce que je bossais énormément. J'avais jamais eu comme idée que c'était concevable de travailler jour et nuit. D'autant plus quand c'était pas pour soi, quoi. Et donc on avait fait un petit deal qu'elle avait changé d'agence et qu'elle m'avait prévenu qu'elle partait sur une grosse agence où on se doutait qu'elle allait faire beaucoup d'heures, c'est qu'il fallait qu'elle rentre au moins à 9h. Je passais quand même pas mal de temps aussi dans les transports, pas mal de temps chez clients, pas mal de temps dans le taxi, donc c'était vraiment une autre vie, vraiment à 100 à l'heure et tout. Et Du coup elle rentrait à 9h, elle mangeait, puis elle travaillait jusqu'à 1h du mat'. Donc je pense que je m'étais fait un peu avoir sur le deal, en fait. Non, après, c'était... il y avait pas mal de boulot, mais il y avait aussi beaucoup de fun, quoi. C'était une équipe avec qui on faisait beaucoup la fête. C'était vraiment l'agence, la grosse agence, je bossais pour Google, SNCF. Enfin, on faisait vraiment des gros projets. Et franchement, une bonne expérience. Quel est le déclic de l'idée Comment ça s'est passé ? C'est vrai que moi j'ai toujours fait attention, du fait de venir de famille de commerçants, j'ai toujours fait attention d'acheter chez des petits commerçants, d'acheter des produits, des choses produites localement. J'ai jamais été un grand consommateur, mais quand je consommais de manière éthique, même quand j'avais pas d'argent, quoi. Quitte à pas consommer, quoi. Et du coup, la dernière chose que je consommais pas éthique, c'était les sous-vêtements. En fait, j'avais pas trouvé de marque qui me convenait. Et je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que c'est pas bête. En fait, en gros, c'est
Enfin, le sous-vêtement homme, c'est complètement sous-exploité, quoi. C'est vraiment la dernière roue du carrosse. Peut-être que s'il y avait une offre intéressante pour les hommes, plein d'hommes comme moi qui ne s'y intéressent pas parce que l'offre n'est pas intéressante feraient attention et arrêteraient d'acheter des produits faits à l'autre bout du monde dans des conditions exécrables, alors que c'est vraiment sur le seul produit sur lequel ils font ça, quoi. Et donc voilà, le déclic était arrivé. Alors le modèle de Petron, c'est une DNVB, c'est Digitally Native Vertical Brands. C'est les marques qui vendent en direct aux consommateurs, en le faisant de manière haut de gamme et éthique, on dira. Et donc ça permet de faire des produits locaux dans des bonnes conditions, dans des belles matières, tout en gardant un prix de milieu de marché à peu près, qui est accessible à la majorité de la population. Je vais vérifier. Tout est un peu en bazar pour l'instant. Nous, alors, ce qui est le plus porté par les hommes et ce qu'on vend le plus parmi nos sous-vêtements, c'est un modèle de boxer qu'on a appelé le boxer confort, qui est en fait un boxer qui a une forme classique que les hommes connaissent, mais qu'on a vraiment retravaillé en fait pour leur confort. Donc c'est vraiment des points de détail qui vont améliorer en fait l'expérience des hommes avec les coutures justement qui sont absentes sur les côtés et à l'arrière, la qualité de la matière, l'élastique, tout ça c'est des points et c'est justement des choses qu'on essaie de raconter en ligne. Cette matière de boxer, on la retrouve en fait, nous on fait des matières en très grande série parce qu'elle est faite sur mesure, qui est un mélange en fait de coton et de tencel modal ou tencel lyocell qui est une fibre de bois qui est fabriquée en Autriche, et on mélange cette matière avec de l'élastane pour apporter le côté gainant, élastique qu'on attend de nos sous-vêtements. Et en fait, c'est cette matière qu'on utilise pour une très grande partie de nos sous-vêtements, nos t-shirts, nos pyjamas. C'est ce qui donne, c'est un peu la signature Petron aujourd'hui. Très enveloppant et très confortable. Ou sinon, il y a énormément de sous-vêtements qui en fait sont faits en synthétique, donc polyamide en tête. Qui sont des matières très fluides, qui sèchent très vite, mais qui tiennent chaud et qui sentent mauvais. Donc il y a vraiment un côté sensoriel qu'on ne trouvait pas très satisfaisant jusqu'à présent dans le sous-vêtement. Donc ce qu'on a essayé de faire avec cette matière, et les valeurs que nous on a cherché à défendre, c'est ce côté naturel. Donc le coton, c'est une matière naturelle. Le tencel, c'est une matière artificielle, donc c'est-à-dire d'origine naturelle, mais qui est travaillée par l'homme, comme le papier en fait. Et ça, c'était un point qui était important pour nous, c'était vraiment d'avoir ce côté aussi durabilité des matières, c'est-à-dire des matières qui vont suivre les hommes pendant longtemps, qui vont pas se trouer, qui vont bien maintenir, qui vont pas se détendre, qui sont souvent des problèmes en fait que les hommes nous ont racontés au tout début où on s'est lancé. Donc voilà, donc cette valeur, elle est importante pour nous. Le côté local aussi, nous tout est fait au Portugal, c'est super important pour nous. Une très très grande majorité du sous-vêtement masculin est fait en Asie, et notamment au Bangladesh. Et nous, on voulait vraiment en fait avoir un super bon savoir-faire au Portugal, avec une qualité de finition et une qualité de matière qu'on n'aurait pas pu vraiment trouver ailleurs. Aussi avec des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le monde du sous-vêtement masculin. Et donc on a un bleu pétrole, de l'ocre, du rouille, du bordeaux. On voulait vraiment proposer des couleurs denses, en fait, des couleurs qui nous plaisaient et qu'on aurait plaisir aussi à porter. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, c'est la dimension de plaisir en fait à s'acheter des sous-vêtements. On a conscience que pour beaucoup d'hommes, c'est une corvée, ou du moins loin d'être un plaisir. C'est un peu une commodité en fait. On va au supermarché, on prend un pack de 3, on n'y réfléchit pas vraiment. En fait, en proposant aussi des belles matières et des jolies couleurs, on voulait donner aux hommes l'envie en fait de s'acheter tout simplement des sous-vêtements et d'être content de faire cet achat. J'ai demandé une rupture conventionnelle, j'ai commencé à bosser. Au départ, Marion continue à bosser. Sur la première année, vraiment, je faisais quasiment 100% du travail. Et la deuxième année, après, c'est Marion qui travaillait tous les soirs, tous les week-ends à faire la communication. Au début, c'était plus c'est bien mon chéri, c'est ton projet, je vais t'aider à faire 2-3 posts Instagram, je te ferai ta newsletter le week-end et tout. Puis ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce qu'en fait, il y a eu plus en plus de trucs à faire. Et puis nous, on voyait aussi que ça prenait. En fait, on avait des clients qui rachetaient, qui étaient contents et tout. Donc, il faut dire aussi que ma dernière agence, et ça, il faut vraiment leur rendre honneur pour ça. Donc, c'est une boîte qui s'appelle Spin Tank et qui, pour le coup, était donc cette fameuse agence très tournée sur le numérique, la société et tout. Et ils étaient vraiment... mon premier voisin de bureau, c'est un gars qui finalement est parti pour faire de la bière. Il y a eu mon deuxième voisin qui arrivait ensuite, c'est un gars qui est devenu photographe.
qui fait nos photos d'ailleurs, Thomas. Il y en a une qui faisait de l'illustration et tout. C'était une boîte qui était tout à fait à l'aise sur le fait qu'en fait on n'était pas que des gens qui étaient là pour bosser pour eux et faire de la com, quoi. Et qui était très à l'aise avec le fait que les créas puissent aussi être freelance et faire leur business. Enfin, ils ont été hyper compréhensifs quand moi j'ai demandé à partir ensuite. Et plein de gens de cette agence sont devenus des clients quand on a lancé Petron. Et certains le sont encore, alors que j'en suis parti il y a plus de 3 ans. Donc vraiment, ouais, ça s'est fait très naturellement au début où j'ai commencé à bosser les soirs, le week-end. Et puis en fait, ça a pris un peu d'essor, même à notre échelle. Hein. Nous, on n'a pas levé d'argent, donc c'était très... c'est nos sous qui ont été investis dans la boîte. Ça a été très organique au début, le temps que ça prenne, qu'on trouve nos clients, etc. Et pour le coup, je me souviens très bien de la conversation qu'on a eue. On a fait notre premier boutique éphémère à l'été 2019, je pense. On avait nos produits depuis mars. C'est ça, hein, la chronologie. On avait nos produits depuis mars. On commence à les commercialiser sur notre site. Alors au début, tu as 2 commandes par jour. Puis il y a des jours où tu n'as pas de commandes. Puis ça commence à progresser. Et puis on se dit, on va faire une petite boutique éphémère. Alors au début, on le fait avec des copines qui avaient une marque qui à l'époque s'appelait Jolie Culotte, qui maintenant s'appelle We Are Jolie. Qui avait une marque qui était vraiment sur un modèle similaire au nôtre, mais pour les femmes. Donc on fait une boutique ensemble rue de Turenne. Nous, à l'époque, on avait peut-être 2 modèles de boxers en 5 couleurs et une dizaine de paires de chaussettes. Enfin, vraiment pas beaucoup de produits, quoi. Mais il y a quand même des clients qui viennent, il y a des clients qui nous découvrent, etc. Et pour le coup, je me souviens là très distinctement de la conversation qu'on a eue. Bon, là, va peut-être falloir opérer la transition et commencer à réfléchir à quitter ton boulot, parce que ça commence à prendre et ce serait bien qu'on bosse à deux dessus. Donc ça a été vraiment le moment un peu... et finalement assez rapide. En fait, à ce moment-là, on a eu aussi notre premier article dans Bonne Gueule. Au départ, c'était le média référence sur la mode masculine. À ce moment-là, je crois qu'ils avaient 8 millions de visiteurs uniques sur le site par an. Et ils faisaient des pépites une fois par semaine. Ils parlaient d'une marque qui n'était pas la leur et ils la mettaient en lumière. Et bon, il s'est trouvé qu'on a fait partie des pépites. Et en 10 jours, ils ont vidé les stocks. Ça a vidé les stocks de notre première production. Je pense qu'en 10 jours, on a plus vendu que les 4 premiers mois avant, quoi. Donc, Ça nous a vraiment aidé, ça a été un levier. Et en fait, on s'est dit à ce moment-là, ok, il y a peut-être un truc. Ouais. Va peut-être falloir être un peu plus solide au niveau de l'équipe pour y arriver, quoi. Ouais. Parce que là, à ce moment-là, c'est mes parents qui préparaient les commandes. Parce que pendant 3 ans, en fait, c'est eux qui ont envoyé toutes nos commandes. Nos stocks étaient dans leur garage et en fait tous les jours ils préparaient les commandes. Dominique, la mère de Nicolas, allait à la poste, c'était la star de la poste. Elle s'occupait des retours. On a eu énormément de boulot de couture aussi au début pour des petits sujets de qualité de production au début où il a fallu rattraper. Par exemple, on avait des étiquettes qu'il a fallu couper. Enfin, elle a passé un nombre d'heures incalculable à nous aider et elle le fait. Elle le fait encore, donc... On va toujours... la personne qui s'occupe de notre logistique s'avère que c'est notre beau-frère, c'est le compagnon de ma sœur. Et quand on n'est pas dans le Gers, tous les lundis, ma mère va faire les commandes. Ouais. Elle est hyper investie, elle a son accès au site. Le week-end, elle regarde et tout. Elle nous envoie des messages. Oh là là, il commande beaucoup. Donc, non, elle est hyper investie. Enfin, ton père aussi, mais c'est vrai que ta mère, en temps passé, en énergie et en énergie mentale aussi, elle est hyper investie dans le projet, c'est sûr. Ouais. Mon père donnait des conseils, même s'il connaissait rien au e-commerce. On l'appelait le directeur commercial. Le directeur du développement, parce qu'en fait, Petron, on a démarré par une campagne de crowdfunding sur Ulule. Alors, il était ultra investi, il avait fait une liste très précise de tous ses amis. Il avait préparé un mailing, du phoning, tous ses potes, jusqu'à ce que les gens achètent. Donc, il a été... hyper efficace sur le début de Petron. À l'origine, c'était une entreprise de couple, mais en fait, c'est devenu une entreprise familiale. C'est celui-là ? Tout ce qui est là. Ça, c'est ce carton-là, tout ce qui est en coton mercerisé. Tu peux me passer une languette de pince ? Comme ça, je suis autonome. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Tu peux un peu nous raconter ? C'est l'ouverture de la boutique. Donc on est en plein finish. On est en train d'installer les produits. Il va falloir tout nettoyer et pour que ce soit prêt et pour ouverture à la fin de la matinée. Quelle heure il est ? 10h. On est large. Allez.
Pas de chaussettes? Pas d'autres chaussettes, c'est du pop-up. On est spécialisé en fait dans les sous-vêtements masculins, tout ce qui est vêtements en fait qui se portent à même la peau, donc les dessous, les pyjamas, les chaussettes, tout ce qui se porte sous les vêtements et à même la peau. Donc et on va trouver aussi donc ça c'est notre première boutique permanente à Paris, donc c'est une grosse étape pour nous. C'est hyper excitant parce que c'est notre première boutique. On a déjà eu des expériences de boutiques éphémères par le passé, mais nous on est quand même une marque du web. Pour l'instant on a vendu que en ligne, donc c'est une étape importante. Il y a un peu de tout, un peu d'excitation, un peu de stress, un peu de joie, un peu de peur. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Alors, il y a un côté très émotionnel. Quand les gens viennent en magasin, ils touchent les t-shirts, les pyjamas et tout de suite ils s'aperçoivent en fait de la douceur de la matière, du confort. C'est pas du tout la même histoire et la même relation qu'on peut nouer avec les clients en fait. Toi Marion, le fait de passer du salariat à l'entrepreneuriat, est-ce que ça a été compliqué pour toi ou ça s'est fait de manière naturelle? Non, ça s'est fait de manière assez naturelle puisqu'on a eu cette fameuse conversation de ça serait bien que tu commences à réfléchir à quitter ton boulot. Et en fait, j'en suis parti presque 1 an après. Donc le projet a quand même eu largement le temps de mûrir dans mon esprit. Le choix s'est fait de manière assez naturelle. Après, c'est vrai que les transitions, c'est quand même toujours une étape assez complexe. Moi, sur un truc plus perso, toute cette période où j'étais dans ma dernière agence, mon père était aussi malade. Et en fait, je m'étais dit, de toute façon, si je perds mon père, je partirai, je ferai autre chose, je serai plus dans cette agence. Alors pourquoi, je sais pas trop, mais je m'étais dit, ok, ce serait une transition... parce que je me verrais pas faire exactement la même chose. En fait, il faudrait que je change de décor ou un truc comme ça. Et en fait, c'est vrai que pour le coup, la transition, moi, j'ai quitté mon boulot les premières quinzaines du confinement, fin mars 2020. Et donc, j'ai quitté mon boulot pour... en fait, j'avais le chômage, pour passer sur Petron. Et moi, j'ai perdu mon père à ce moment-là. Donc, en fait, la transition, le monde a été complètement différent après. Parce qu'en fait, c'était nouveau, en fait. Moi, je vivais aussi une nouvelle vie pro, où il fallait prendre un peu ses marques, et tout était nouveau pour tout le monde, puisqu'on était dans un monde qui ne ressemblait à rien de ce qu'on avait vécu. Donc c'est vrai que pour le coup, cette transition a été très massive. Ça commençait aussi à accélérer un petit peu, puisque le confinement, les gens ont finalement beaucoup acheté, même si tout s'est un peu accéléré à ce moment-là. Moi, j'ai pas vraiment pris le temps, en fait, de me faire de pause à ce moment-là, comme moi, je l'avais imaginé, en disant, ok, je ferai une espèce de... transition, je changerai de vie, etc. Beaucoup de trucs à processer intellectuellement, donc voilà. Que vous avez eu le sentiment de faire des sacrifices dans ce parcours? T'en fais forcément, alors c'est pas des sacrifices qui sont immenses, mais déjà tu réduis quand même ton train de vie. Enfin, tu vois, tu passes à un moment de ta vie où tu te retrouves au chômage. Nous, on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir des ruptures conventionnelles. On dit, en général, Pôle emploi, c'est le premier business angel de France. Et pour nous, ça l'a été. On a eu tous les 2 ans de chômage. Et c'est sûr que ça a été déterminant dans notre capacité à développer le projet, puisqu'en fait, tu te payes pas, quoi. Donc, tout ce que tu te payes pas, tu le réinvestis. Là, ça fait 5 ans qu'on a lancé le projet et 4 ans qu'on commercialise les produits. Moi, dès la fin de mon chômage, on m'a payé, mais à 50% de moins que ce que je me payais avant, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et Marion fait du free. Tout de suite, des gens m'ont rappelé de mes anciennes agences, justement, en me disant trop bien, on est trop content de te revoir et tout. Et en fait, j'ai eu la chance de jamais chercher de mission. J'ai toujours eu du boulot, en fait, qui me prend à peu près, on va dire, une journée et demie par semaine sur mon métier d'avant, en fait. Mais alors, sur des sujets qui n'ont rien à voir avec Petron. Du coup, moi, j'ai gardé des missions sur ces sujets-là, donc de la rédaction de contenu, le community management, et ça a l'avantage, en fait, de moi pouvoir me payer, tout en étant vraiment modéré en temps, en fait, et je peux vraiment organiser mon planning comme ça, où des fois je peux en prendre plus, des fois j'en prends moins. Et en fait, c'était pas vraiment un sacrifice, je me suis pas sacrifié sur l'autel du budget de Petron, mais c'était plus, ce qu'on me paye pas, moi, en fait, on peut le... Ouais, puis toi, tu pouvais le faire, moi, pas vraiment, en fait. Du coup, ça nous a permis aussi de... Là, on commence aussi à avoir une équipe, on a des apprentis, on a pu recruter Julien, donc notre beau-frère, qui lui est basé dans le Gers. Donc c'était aussi un choix pour pouvoir construire l'équipe en ce sens. C'est marrant parce que maintenant, quand on grandit, là, en ce moment, on est 6, à la fin de l'été, on sera 8. Et maintenant, quand on commence à poster des annonces, tu vois, on est un peu dans une phase où on cherche à recruter notamment des apprentis. C'est marrant parce qu'ils nous disent, on sent un peu cette affinité des gens qui postulent chez nous de « Ouais, moi, j'avais pas envie d'une grosse boîte, j'avais vraiment envie, tu vois, d'une PME familiale. » Alors là...
vous avez été mentoré, coaché? Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter les opportunités que vous avez eues? Je pense qu'il faut quand même parler de Réseau Entreprendre. En fait, donc c'est une association qui aide l'entrepreneuriat, alors à différents stades de maturité de ton entreprise, mais il y a notamment un programme qui est le programme Starter, qui s'adresse en fait aux gens qui sont en création d'entreprise, alors soit en première année comme nous on était, soit vraiment aux prémices, j'ai mon idée et j'aimerais être aidé. Et en fait c'est vrai que ça nous a quand même aidé, ça te fait faire déjà plusieurs rendez-vous avec des gars et des femmes qui sont vachement plus avancés, qui ont énormément d'expérience et qui challengent aussi ton projet. Ça nous a obligés à faire un business plan. Chose sur laquelle nous on n'est pas forcément hyper fort, on n'avait pas fait, Nicolas avait fait son étude de marché, il avait une idée précise des prix, de ce qu'il fallait faire, etc. Mais c'est vrai que pour le coup, on n'avait pas été hyper scolaire, on n'avait pas fait un PPT de 200 slides, de voici dans 5 ans où on va être. Et ça, c'est vrai que ça nous a un peu forcé à structurer la vision, tu vois, répondre à des questions de c'est quoi ta différence sur le marché. Enfin, ça nous a un peu mis dans cette logique, on va dire, un peu plus start-up avec des guillemets, de savoir pitcher ton projet, etc. Et en fait, ouais, c'est une série de rendez-vous. Et après, donc, si tu es sélectionné, tu es mentoré pendant 2 ans. Donc, tous les mois, tu as un point avec ton mentor, en fait, qui évalue un peu l'avancée de ton projet. Et ça te met notamment en contact des principes en fait, de réunion avec d'autres gens, d'autres entrepreneurs. Alors, pour le coup, qui étaient sur des business complètement différents d'une autre. Pas mal de services. Tu avais une boîte qui faisait de l'électrification de scooters, des choses comme ça. Mais intéressant parce qu'en fait, quel que soit ton secteur d'activité, ton produit, etc., tout le monde rencontre les mêmes difficultés. Sur le management, le recrutement, sur ton argent, enfin voilà, donc ça c'est vrai que ça nous a quand même pas mal aidé parce qu'en fait quand tu bosses, nous on bosse tous les deux, on bosse de chez nous au début à Paris et bah t'es très vite dans ton truc, dans ta boucle, t'as l'impression d'avoir des problèmes immenses, d'être dans ton truc et en fait ça, c'est quand même utile de temps en temps discuter, de voir qu'en fait tout le monde a les mêmes problèmes et de en fait, te trouver des solutions ou de te dire en fait ça va, je suis pas si mal. Et ouais, Réseau Entreprendre, ça nous a quand même bien aidé, donc ouais, ça c'était cool. Et du coup, on mettrait celle-là à côté Celle-ci, oui, tout le temps. En fait, tu mets une grande et une petite. Ouais. Comme c'est le même modèle. Ça reste là. Nicolas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu peux nous raconter? Ouais, alors on est en train d'installer le mural de chaussettes. Là en ce moment on fait les chaussettes en coton bio. Donc on a 30 paires de chaussettes différentes et on essaie de les mettre de manière impactante visuellement. Voilà, grande réflexion. Que ça donne envie d'aller s'approcher du mural de chaussettes. Alors je suis un peu fatigué, on va pas se mentir. ça fait bien 2 mois là qu'on fait, on a beaucoup de boulot. Bon après c'est toujours un petit peu stressant, on se demande est-ce qu'on va être dans les temps et tout ça. Et puis on est pressé de voir si les clients vont venir. Et si le quartier va bien nous recevoir. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles, des difficultés dans ce lancement d'entreprise? Les obstacles que tu rencontres, en fait, c'est que quand tu décides de monter ta boîte, tu dois tout faire. Parce que tu es tout seul, en fait. Enfin, tu rencontres des gens, tu demandes des conseils à droite à gauche. Et ça aussi, je dois vraiment... Petron n'aurait pas pu être ce qu'il a été au début, notamment si j'étais pas passé par ma dernière agence où j'ai eu énormément de coups de main, tu vois, de contacts de journalistes, des créas qui nous ont fait des tas de trucs, tu vois, des devs qui m'ont filé des coups de main sur des trucs d'ordinateur parce qu'en fait, moi j'avais un peu mon savoir-faire en communication, en rédaction. Nicolas, il était plus sur la partie produit et il est toujours d'ailleurs sur la partie produit et sur le business, la vision commerciale. Mais en fait, entre tout ça, t'as énormément de choses à faire quand tu fais du e-commerce. T'as de la créa, t'as de la photo, t'as géré ton site. Enfin, c'est énormément de métiers. Et en fait, au début, t'apprends à tout faire et t'es pas forcément bon dans tout, quoi. Donc, il y a un peu une difficulté sur ça au début de réussir à faire un peu tous les métiers, d'apprendre, de faire beaucoup aussi de boulettes, parce qu'on apprend, quoi. Et ouais, ça, c'est une première difficulté. Et puis aussi, t'es limité par ton propre budget. Nous... je me disais, on n'a pas levé de fonds. Au début, t'es forcément limité par ta capacité, en fait, ton budget pour suivre, quoi. Surtout que quand t'es une petite boîte, tu payes tout à l'avance, quoi.
tes productions, tu payes au moins un mois à l'avance 70% de la production. Souvent, on se retrouvait en rupture de stock parce qu'il fallait attendre que l'argent rentre pour pouvoir reproduire. Et puis après, on attendait qu'il y ait des produits. Donc ouais, alors, on a eu des galères aussi de prod parce qu'on apprend au fur et à mesure. C'était le métier d'aucun de nous deux de faire de la prod. Première production, on a mis des étiquettes comme font quasiment toutes les marques. Mais bon, vu qu'on avait on avait tout joué sur la douceur, une toile, nous on en a une toile qui est dans une fibre qui est un mélange de tencel modal, qui est une fibre de bois faite en Autriche, et de coton, d'un coton Pima qui est très très doux aussi. Là, l'étiquette, les gens achetaient un sous-vêtement qui était très doux et ils avaient une étiquette qui grattait. Donc la première production de 5000 produits, j'ai coupé les 5000 angles d'étiquette au coupe-ongle pour que ça les gratte pas. Tu peux te rattraper en chemin et tout, mais en fait, et quand on parle à d'autres gens, tout le monde a des galères comme ça, donc... Tu l'as mis dans quel sens, droite ? Ouais. Ok. Et tu clipses l'arrière aussi ? Ouais. C'est tout un savoir-faire. Ouais. Le clip de chaussettes. Les lames, vous savez dans quel carton vous mettez, à part... Les quoi ? Les chaussettes en à part celles qu'on avait au pop-up, vous demandez les autres ou... j'en ai là. Ouais, mais ça, c'est moi qui les ai remises. Ah, ouais. Je cherche les stocks qu'on nous avait envoyés depuis décembre. Travailler en couple, c'était une évidence ou ça a été compliqué ? C'est vrai qu'on nous pose souvent cette question, et pour moi, je dirais que c'est plutôt une chance, parce qu'en fait, c'est quand même très particulier d'entreprendre. C'est énormément de temps, d'énergie. Ça te prend la tête à certains moments. Et c'est quand même un univers assez particulier où tu dédies quand même beaucoup de ton temps et de ton énergie à ça. Et en fait, je pense que pour le coup, si par exemple, moi j'avais un projet entrepreneurial, une marque, et que mon compagnon était dans un système, on va dire, un peu plus classique de salariat, avec ses 5 semaines de congés payés, son week-end, etc., je pense que ça créerait plutôt des distances. Et au bout d'un moment, en fait, on s'entendrait plus. Il me dirait, ouais, bon, bah, t'abuses, en fait, c'est dimanche, on va partir à la mer, ou, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ce que tu peux pas nécessairement faire au début de ta boîte. Au début, t'es très crispé, tu vois, t'as un message à 22h, ça te prend la tête, qu'est-ce que je vais lui dire, machin et tout. Maintenant, on arrive quand même à se ménager des temps de repos, le week-end, etc., le soir. On apprend aussi dans notre parcours d'entrepreneur à un peu, à être moins stressé. Si t'as un petit sujet avec un client, c'est pas la fin du monde, des choses comme ça. Mais c'est quand même très particulier d'entreprendre, et je pense que pour le coup, ça doit pas être évident. Si t'es vraiment à fond sur ta marque, à fond sur ton projet et tout, je pense qu'il faut avoir un partenaire très très compréhensif. Tu vois, on peut s'engueuler, mais déjà sur des trucs franchement en général nuls. Enfin, tu vois, vraiment des trucs. En général, c'est quand les clients nous chauffent au fer rouge là un peu. Quand on reçoit des emails, c'est en fait, moi j'ai beaucoup travaillé en boutique, et il y a toujours des clients qui parlent un peu mal, mais c'est vraiment rare. Parce qu'en fait, quand ils ont la personne en face, ils se retiennent un petit peu. Là, avec un ordinateur, il y a des gens. Vraiment, enfin, c'est pas concevable de parler comme ça aux gens, quoi. Et du coup, vu que c'est nous qui faisons le SAV, au début de l'entreprise, c'était moi, et donc c'est peut-être moi qui étais un peu plus irritable. Et maintenant, c'est Marion, et donc c'est Marion qui est un peu plus irritable. Il faut être assez prêt sur le fait qu'il y a forcément des moments de désaccord. Et voilà, nous, on va s'engueuler hyper fort pendant 30 secondes sur des trucs vraiment nuls de chez nuls. Et en fait, après, il faut pas être trop formalisé sur ça et te dire oh, c'est en train de ruiner mon couple, on s'engueule vachement, alors qu'en fait, non, c'est juste passer tes nerfs pendant 30 secondes et après, on passe à autre chose, quoi. Mais il faut y être prêt. Je suis la maman de Marion. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous pouvez nous raconter ? Ils ouvrent leur première boutique. C'est tout à fait le fruit du hasard, d'après ce que j'ai compris. Ils sont tombés sur une bonne affaire, comme on dit, c'est-à-dire avec une boutique sans pas de porte et avec un loyer relativement modéré. Ils y ont mis tout leur cœur. Maman, vous devez être très fière du parcours de Marion. Je suis fière tout le temps. C'est la continuité de ce qu'elle est. Marion n'a pas changé. Elle est toujours aussi calme, toujours aussi déterminée, très bosseuse, très très travailleuse et très sérieuse, tout en aimant rire. Je m'appelle Agathe et je connais Marion depuis un peu plus de 10 ans maintenant parce qu'on était au CELSA ensemble, à l'école de communication de la Sorbonne.
Déjà, je suis très très fière d'elle. Quand j'ai commencé à voir les posts sur Instagram tout à l'heure de l'ouverture de la boutique et le fait qu'ils invitaient à se rejoindre pour l'ouverture de la boutique, on se rend compte du chemin parcouru et où ils en étaient justement il y a 5 ans. On grandit tous, je pense, et je trouve que via Petron, à la fois Nicolas et Marion, ils ont réussi à construire une aventure qui leur ressemble, à la fois stable et ancrée sur des valeurs, c'est-à-dire le fait de proposer un prix juste, d'aller choisir des matières qui sont à la fois hyper techniques et respectueuses de l'environnement, penser avec du style, c'est des couleurs qui sont vraiment très jolies et accessibles. C'est une prise de risque énorme du coup de se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, de réussir à suivre ce cap-là avec toutes les marques qui se sont lancées, la guerre, le réchauffement climatique, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent plutôt générer de la paralysie et de rester dans l'action, de continuer à prendre des risques, d'innover et de proposer quelque chose en lequel ils croient. Je trouve que c'est peut-être là-dessus que m'impressionne tout particulièrement. La suite pour Petron, donc là il y a l'ouverture de la boutique aujourd'hui et après. Alors nous on aimerait bien créer un réseau de boutiques, donc bon, peut-être la deuxième on vise plutôt une ville comme Toulouse, qui est proche du Gers. Développer une gamme femmes aussi à partir de janvier de l'année prochaine. Là on fait quasi exclusivement sous-vêtements et vêtements d'intérieur. On aime bien les matières, nous on est un peu des geeks de la matière. Peut-être développer des gammes de produits pour tous les jours. On est très loin d'être arrivé. Au moment où on s'est lancé, déjà tout ce qu'on espérait c'était pouvoir en vivre. Donc là c'est plus ou moins le cas puisque Marion fait quand même du free à côté, mais c'est déjà le fait de savoir que c'est une entreprise qui est viable, qu'on a embauché des gens et tout ça, ça c'est encourageant. Maintenant, on va pas vous mentir, là on est fatigué. Je pense qu'il va falloir qu'on accélère, c'est pour ça qu'on envisage de prendre un prêt bancaire pour pouvoir accélérer un petit peu et embaucher un peu plus de personnes et faire un peu moins de choses. Parce que clairement, on ne pourra pas continuer à ce rythme-là pendant 5 ans de plus, quoi. Je suis contente de ce qu'on a réussi à faire. S'il y a un truc dont je suis sûr maintenant, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a aussi tout ce truc après le Covid, ouais, lancez-vous, devenez free et tout. On a vachement valorisé l'entrepreneuriat, ce qui est très cool. Mais moi, je suis quand même assez persuadé, je suis vraiment tout à fait convaincu maintenant que c'est pas fait pour tout le monde. Et que quelque part, c'est aussi fait pour nous. Donc ça, c'est bien, tu vois, c'est quand même un truc dont j'ai pris conscience maintenant. Et ouais, je suis assez contente de ce qu'on arrive à faire. C'est long, il nous faut être très patient, ce qui n'est pas forcément ma première des qualités. Mais quand tu regardes un peu, finalement, c'est pas si long que ça, parce que tu vois, nous, ça fait 4 ans qu'on a les produits. Là, on ouvre notre boutique, on commence à structurer l'équipe. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas, tu vois, le truc qui explose en 1 an. Ils ont fait 5 millions de CA, ils sont 15. Enfin, on n'est pas dans cette histoire-là, mais moi, je suis assez contente de ce qu'on a réussi à faire pour l'instant. Je suis aussi persuadée qu'il y a plein de trucs qu'on fait pas bien. Et ça, en fait, je suis contente de voir qu'on a des marges de progression. Nous, on a la chance de vivre à moitié à Paris, à moitié à la campagne. Enfin, on a beaucoup de boulot, mais on a finalement peu de contraintes, tu vois. On se crée nos propres contraintes, quoi. Donc non, c'est une chance, ouais. Merci beaucoup. Nous remercions Marion et Nicolas. Nous leur souhaitons bonne continuation dans leur nouvelle carrière. À bientôt pour un nouvel épisode de J'ai tout plaqué, un des podcasts d'Orange pour les pros.